Allez-vous-en, gens de la noce. Allez-vous-en, gens de la noce. Allez-vous-en, chacun chez vous. Que tout le monde connaît. Il y a comme ça une centaine d'airs qu'on appelle des timbres parce que chacun écrit sur ses airs connus, quoi. Bon. On est prêt? On reprend où on était la semaine dernière. Une attaque, hein? Allez-vous-en, Jean-François, tu nous remets une deuxième? Allez-vous-en, gens de la noce. Allez-vous-en, chacun chez vous. 3, 4. Allez-vous-en, gens de la noce. Allez-vous-en, chacun chez vous. C'est pas mal. Bon, mais aussi nombreux, ça me paraît curieux que vous fassiez aussi faible. On recommence. 3, 4. Allez-vous-en, gens de la noce. Allez-vous-en, chacun chez vous. Allez-vous-en, gens de la noce. Allez-vous-en, chacun chez vous. Eh bien, donc, on peut démarrer. Non, ils vont mal le prendre. Et donc, il est question de ça. En guise d'avant-propos, d'avant-présentation, j'invite l'éditeur François, j'invite Gisèle. Quelques mots. Oui. Merci d'être en tout cas venu aussi nombreux. Je vais commencer tout simplement par vous présenter ma maison d'édition en 1 minute. Donc les éditions Unicité sont nées en 2010 avec la vocation première de publier de la poésie moderne. Et donc, vous savez, quand on est éditeur, on va de salon en salon, on rencontre des auteurs. Et du coup, c'est vrai, je me suis diversifié. Et donc, à présent, je fais du roman, de la nouvelle, des essais, et surtout une collection de spiritualité dans le domaine de la non-dualité dans toutes les traditions religieuses. Voilà. Et je suis quelqu'un d'ouvert et je suis quelqu'un de rencontre. Et c'est pour ça que j'ai aussi, grâce à toi, Gisèle, pu faire ce livre. Donc, c'est grâce à toi qu'on a pu le faire. Oui, merci. Oui. Non, en fait, pour vous dire que l'édition, c'est aussi énormément une question de rencontre. Voilà, c'est pas simplement faire des livres, c'est c'est de la rencontre, c'est de l'humain en fait. Voilà, tout simplement, c'est tout ce que j'ai à dire. Et je suis très content d'avoir fait ce livre. Voilà. Merci François. Les éditions Unicité. Alors, c'est faire de la rencontre, c'est faire de l'humain. On va faire de l'humain ensemble, Gérard. Voilà, parce que le livre commence avec un avant-propos de Gérard Mordillat. Bonsoir. C'est une très bonne idée d'avoir intitulé cette soirée Puzzle sur Claude Duneton, parce que Claude était réellement un artiste de variété. Et c'est ça qui est merveilleux. Il pensait que, évidemment, rien n'est plus accablant que la monotonie. Et ensemble, nous avons fait du cinéma. Il a été acteur dans mes films. J'ai été acteur dans une chose qu'il avait faite. Nous avons écrit dans les mêmes livres. Enfin, c'est lui qui m'a invité à écrire dans ce manuel anti-français. Je ne sais plus si c'était le titre, mais enfin, c'était anti-manuel de français. Je savais bien que c'était anti quelque chose, et donc ma place était là. Et donc, on a fait ça. On a travaillé avec un ami commun qui s'appelle Gérard Guérin. Et un de mes regrets profonds, c'est que Claude, malgré mes appels, n'ait pas eu sa place à l'Académie française. Car je crois que Claude aurait dû être à l'Académie française, et dans un article à Libération, j'avais indiqué cela, et ce qui était merveilleux, je lançais une pétition, si on peut dire, je lançais un appel, et nous avons reçu des chèques pour l'épée de Claude Duneton. C'est bien, j'avais demandé à Gérard si on pouvait faire un inventaire des sujets qui fâchent, des choses qu'il ne fallait pas dire ce soir. Bon, évidemment, c'est contestable. Toutefois, tu m'as convaincu. Quand je reprends tes mots, Claude Duneton devait siéger quai Conti en tant que romancier, essayiste, lexicographe
historien, amoureux polyglotte de la langue et de la chanson. Le fauteuil de Jean Guéhenno, fils d'un cordonnier d'une petite ville industrielle de Bretagne et seul représentant des classes populaires dans cette assemblée de fils de famille bourgeoise, lui revenait de droit. Ah, alors, évidemment, ça change la donne. Donc, il ne remplaçait pas Marguerite Yourcenar. L'affaire, hélas, ne s'est pas faite. Hélène Carrère d'Ancos m'avouera plus tard. Nous l'avons raté. Nous l'avons raté. Pourtant, Claude, fils de paysan corésien, envers et contre tous, of course, l'épée au côté, Jean Réguillon pour piquer les bêtes, ça aurait eu de la gueule. Je n'aurais qu'un mot, Gérard, ce livre est vachement bien écrit. C'est vrai. Oui, oui. Non, mais beaucoup d'entre vous l'ont déjà lu, feuilleté, etc. On peut dire autre chose, c'est, puisque tu en parlais, je suis scié du nombre de compagnonnages, mais qui vont très 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 loin. De Claude, des rebonds aussi. Voilà, le premier compagnonnage, c'est on n'écrit pas un livre tout seul. Le nombre de fois où il compose ses livres à plusieurs mains, où il déclenche des rencontres, comme Louis-Do va nous le dire, nous le lire, ou alors il y a aussi toutes sortes d'harmonies de rencontres, de fait qu'une rencontre au hasard doit être prolongée, doit être conduire à d'autres. C'est aussi Jean-Paul Welzel qui va nous le raconter. Tout ça, c'est dans le spectacle. Merci. Gérard. Un spectacle, il ne faut pas dire ça, c'est pas un spectacle, c'est la revue, quoi. Claude était un artiste de variété. Et pour le prouver, voici quelques-unes des coiffures les plus incroyables qu'il a portées au cours de ses émissions. On y va, des images de qualité. Original, non? Voilà, donc ça c'était indispensable au moment de trouver, de chercher les archives, ça nous sautait aux yeux. Merci Pablo. Nous rejoint Pablo Cueco et on ne va pas évidemment s'arrêter sur des plaisanteries pareilles. On va regarder un film sérieux, Le doigt à Marc Feld qui me l'a envoyé. C'est un film tourné au moment de la répétition du dernier spectacle envisagé sur... Marc, tu es là? Oui, parce que tu vas venir nous rejoindre peut-être tout à l'heure pour parler de la ferme du Garret. Pas tout de suite. On regarde cet extrait que tu m'as envoyé qui a été tourné par Jean-Jacques Nguyen. C'est Louis Duneton qui a fait le montage. Oui, là-bas, c'est-à-dire que on ne pouvait pas voir d'ici, quoi. C'est-à-dire que j'avais retiré des bottes de paille, je ne sais pas comment je m'étais débrouillé. Ça faisait un mur comme ça, mais je pouvais ouvrir la porte et m'installer là-bas avec mon livre. J'avais mis quelque chose pour m'asseoir. C'était mon cabinet de lecture. Parce que comme ça, personne ne pouvait me trouver, me déranger. Ben oui, il faut avoir ces petites astuces, n'est-ce pas? Parce que j'étais lecteur boulimique en dehors de la conduite de voiture sur cale. J'étais tout à fait amateur de lecture, quoi. Je lisais énormément. On n'avait pas de livres, mais je relisais les mêmes livres. En fait, c'est comme ça que j'ai appris le français, en relisant les mêmes livres. On a tort de vouloir lire des choses par... Non, parce que tu finis par les savoir par cœur. Et donc, ça te nourrit. Merci Jean-Jacques. Quelles images. Merci Jean-Jacques Nguyen. Bravo, tu as la parole. Ou le pouvoir de faire venir des acteurs. On a fait un puzzle du puzzle. Venez.
que ce sera aussi réussi que son enterrement. Son enterrement dont je lui ai parlé, je lui ai dit « Tu as eu un bel enterrement, c'était vraiment réussi. » Ce type qui chantait à pleine voix et qui du coup faisait chanter tout le monde, chacun un peu gêné, un peu pas habitué, et qui finalement aimait bien donner de la voix. Parce que tu trouvais que c'était triste ces enterrements où personne ne bougeait plus, ne chantait, ne parlait, ne disait. Et puis l'église était pleine, plus que pleine, il y avait des gens dehors. Oui, c'est une église de village, petite, jolie, ancienne, mais tout le monde était venu. Claude arriva, ébouriffé, boiteux, vêtu comme un homme des bois. Il s'assit dans un coin et ingurgita tout ce que ces jeunes filles bien élevées avaient préparé. Le discours, le thé, les projets, la sonate de Mozart, et repartit comme il était venu, sans dire un mot. Mais la semaine suivante, il était le premier à monter sur scène, et avec sa silhouette massive, sa voix âpre et grêle, il éclipsa tous les autres par sa présence extraordinaire. Claude, tu ne peux pas te présenter au public avec une tignasse pareille. On s'en fout, me répondit-elle. Mais je parvenais à te recoiffer, à brosser ta veste et surtout à tenter de faire briller un peu tes chaussures. Quand il venait déjeuner à la maison, à peine la porte ouverte, il lançait du bout du couloir d'une voix terrible, à l'accent shakespearien, « Well, 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 Mrs. Mortimer ». Ça coupait le sifflet à My Mother, qui, de saisissement, en oubliait d'enseigner. Rien que pour cela, Claude Dunton mérite mon affection et mon admiration. Claude était un polyglotte. Claude était un esprit universel qui s'intéressait à tout et à chacun. Claude Dunton aurait dû siéger au Quai Conti, comme on l'a dit, en tant que romancier, essayiste, lexicographe, historien, amoureux, polyglotte de la langue et de la chanson. Claude était un auteur inépuisable. Je l'ai trouvé sur sa terrasse, en train d'écrire, ébouriffé et mal rasé. Il était pieds nus dans ses pantoufles, en short, mais enveloppé dans ce loden gris anthracite qu'il avait étraîné 37 ans plus tôt à Clermont. Tableau incroyable. C'est ce jour-là qu'il m'a proposé, avec un petit sourire sibyllin qui lui fermait à demi les yeux. On va faire un petit tour dans le pays, pourquoi pas? Je ne savais pas ce qui m'attendait. Il est allé chercher son âne dans le pacage voisin, l'a attelé à une charrette dans laquelle nous nous sommes installés, et nous sommes partis ainsi dans la campagne, par les chemins. Claude saluait d'un geste de large d'empereur romain les paysans qu'il croisait, tout en évoquant pour moi ses recherches relatives à l'histoire de la chanson française. Alors c'est à moi. Et moi j'étais dépitée quand tu disais « Passe, viens à la maison, viens manger ce soir », comme si j'étais unique et que c'était moi que tu voulais voir. Et quand j'arrivais chez toi, il y avait d'autres personnes, souvent nombreuses, auxquelles tu avais dit la même chose. Dépitée, mais contente, car soudain une chaleur se dégageait de tous ces contacts. On était tous autour de toi, mais tous autour de nous et de chacun. On était légers. Et quand même, quelquefois, j'étais seule avec toi. Et on se racontait nos histoires. C'était plus intime, quoi, comme tu disais. Tes yeux pétillants d'intelligence inspirent légèrement nos cœurs. L'humour à fleur de lèvres, il avait toujours l'air de sortir du lit. Dans son premier livre, Par les croquants, en 1973, il lançait cet avertissement. Si la langue française perd sa sève populaire, elle sera balayée par l'anglais. Non pas celui de Shakespeare et des Beatles, mais celui des aéroports. Il croyait aux vertus de la langue orale, lesquelles ne se résument pas aux clichés des longues veillées d'hiver autour du Cantou, la cheminée corrézienne. Une langue maternelle a besoin de la glotte et du palais pour rentrer dans la peau, et former, quand l'âge sera venu, des affamés de lecture et de bouquins.
Claude Duneton a déboulé sur la scène littéraire d'une manière singulière, en assénant une volée de bois vert à la langue française, qu'il allait désormais utiliser. L'histoire de la rendre plus docile et de l'attendrir comme font les bouchers avec la viande. Mais j'ai assez barjaqué. Maintenant que je suis en âge, tu vas penser que je déparle et que je me détourne. Pour vous, à brûle-pourpoint, si on vous demande Duneton, à quoi pensez-vous? Me demande-t-on. À l'heure où j'arrive au bord de nuit, où je branchole sur mes jambes qui me refusent les randonnées dans mes chères montagnes désormais bien trop hautes, je me retourne vers l'été ancien où je te retrouve, Duneton. Toi et notre jeunesse maintenant en fuite. En quelque sorte, je rembourse chemin vers des lointains que nous ne sommes plus que quelques-uns à connaître. La dernière fois que j'ai vu Claude, on s'est embrassé pour se dire au revoir. J'ai démarré la voiture et je suis ressortie me jeter dans ses bras. Tout de même, la question se pose de savoir pourquoi tant de gens d'origine modeste, affiliés quelquefois à un parti révolutionnaire, souvent militants de base, peuvent prodiguer en toute innocence un enseignement hautement réactionnaire. Comment ces gens sincères peuvent continuer à faire fonctionner un système aussi éloigné de leurs convictions? Avec son sourire malicieux, sa bonne bouille, sa façon spontanée de s'intéresser aux gens, on ne pouvait pas deviner qu'il était ce pédagogue à bout de course, à bout de souffle, qu'on découvrirait 3 ans plus tard dans « Je suis comme une truie qui doute ». Moi, disait-il, je suis fatigué, tout simplement, lassé de m'occuper d'enfants. C'est la rançon du séducteur. La truie qui doute et moi, nous sommes vite devenus copains comme cochons. À la fin d'une de ces soirées, dont nous étions très contents, un homme des bois, silhouette lourde, claudicante, cheveux très longs et barbe fournie, nous interpelle. Ce n'est pas très fameux. Vous voulez qu'on en parle? Non, mais oh, d'où il sort ce mec? Nous prenons place avec ce type vraiment étrange au bistrot de la gare. Et il se met à nous parler de poésie. Il a éclaté de son incroyable rire, mélange de tout spasmodique, grincement de porte de grange, de souffle de locomotive à vapeur, de cris d'animal nocturne. Les constellations, ça sert à ça, embrasser les filles. Il nous fait la lecture de ses écrits, poèmes et courtes pièces. Il m'invite même à en lire une. Il donne délicatement quelques indications, du subtil. Le niveau de ses pensées, de ses goûts littéraires, sa vision complexe du monde me fascine. Moi, le bonnet, j'écoute surtout. Et comme il parle très lentement avec des pauses pour aiguiser ses réflexions, je ne peux pas m'empêcher de terminer ses phrases. Il me laisse faire, et ainsi, peu à peu, j'apprends à parler. Je me souviens de sa 2 chevaux quand on est rentré dans une vache. La 2 chevaux, elle n'a pas résisté. Elle est toujours là, sa 2 chevaux, sous un hangar. C'est qu'elle était spéciale. Elle avait un banc derrière, ça faisait office de siège. Et ce jour-là, j'ai réellement rencontré un autre monde. Il était peut-être déjà là, enfoui dans un repli du cerveau, mais jamais je n'aurais espéré y accoster si tôt. Un tremblement de terre, un changement radical de point de vue sur mon avenir. Il était toujours debout aux aurores. En entrant dans le salon, je le trouvais généralement en train de lire ou d'écrire, et aussitôt il entamait une discussion sur une expression anglaise ou un mot particulier qu'il avait découvert. La chose pouvait durer toute la journée et dévier dans toutes sortes de directions. Lors d'une de ses visites, il rapporta d'une de nos librairies de livres anciens une magnifique collection de dictionnaires anglais. Il pouvait passer des heures à les lire. Le bon monsieur Duneton portait un peignoir en coton. L'ami Madeleine avait de la peine, lui dit l'air outré, il est tout troué. C'est vrai, lui dit Duneton, mais pour moi, il est bel et bon. C'est vrai qu'il nous manque vraiment, parce que c'était quelqu'un avec
C'était un cœur sur pattes, en quelque sorte, et de beaux yeux. Voilà ce que c'était pour moi, Claude, l'espièglerie, la tendresse. Il savait aussi avoir un regard dur, mais ça passait comme des éclairs. Son regard changeait rapidement parce que, quand il n'était pas content d'une personne, son regard était dur, mais il revenait tout de suite vers la tendresse. Je me souviens... Claude à l'hôpital de Lille. Ne pouvant ni parler, ni lire, ni écrire, je lui dis « Claude, je suis ramoureuse ». De sa main gauche encore valide, il m'a attrapé la main droite, l'a serrée à me faire mal, m'a forcé à m'asseoir près de son lit et a crié « Oui !» En riant de son rire écorché, puis de sa main gauche qui faisait des moulinets près de sa bouche, il m'a invité à raconter. J'ai raconté. Si je ne devais enfin garder en mémoire qu'un seul de tes nombreux aphorismes, ce serait sans doute celui-ci. La chasse a toujours été la distraction favorite des hommes de guerre en temps de paix, c'est-à-dire dans les périodes plus ou moins brèves où la chasse à l'homme n'est pas ouverte. Avec sa capacité de contact et sa simplicité naturelle, il a réussi à dégeler même les étudiants estoniens qui étaient en général plutôt réservés. Je me souviens qu'il avait été frappé par l'absence de motivation pratique dans le choix de l'orientation universitaire. Enfin, je vais t'emmener voir des gens normaux. Et je me retrouve chez Queco et Marinette. Un choc, une rencontre. La culture, l'humour, le talent. Je découvre pour longtemps l'univers de la peinture. Si c'est ça, être normal, je vais l'être aussi quand je serai grand. Un magicien est passé dans nos vies. Un homme bon portant la hotte d'un savoir immense, avec la légèreté d'un puck dans le songe d'une nuit d'été. Il aurait pu l'interpréter d'ailleurs, il aimait tant le théâtre. Je voudrais bien mourir chez nous, le plus tard possible, mais qu'on n'ait pas entièrement foutu en l'air notre civilisation rurale. Aussi rassuré fut-il par le succès de ses livres, Claude Duneton s'interrogeait. C'est un regard doux, bleu, bleu clair, rieur, espiègle, attentif et bienveillant. Claude m'a appris à trancher le pain. Il se servait d'un couteau d'une vingtaine de centimètres avec une large lame qui coupait comme un rasoir. Je ne suis pas arrivée tout de suite. Il y avait un coup de main à prendre. Et au bout de quelque temps, je suis devenue experte. Je taillais les tartines. Claude, c'est un rire. Comme il riait de bon cœur, Claude. Il riait aux larmes. C'était bon de l'entendre. Il avait le rire communicatif. C'est une voix reconnaissable entre toutes, éraillée, douce, sourde. Elle disait aussi son humour, parfois sa vulnérabilité. Si ton Duneton est si intéressant, va donc vivre avec lui et sa bande de poètes. Claude Duneton transformait le plomb de sa tristesse en or de la rigolade, en or de la rigolade. Muait sa neurasthénie en occasion de se boyauter. Métamorphosait la dèche entrée d'esprit. Derrière sa langue canaille et son humour abrasif, perçait sa compassion pour l'humanité. Merci. Paysan, va! Paysan! Paysan, va! C'était un extrait d'un poème de Ludovic Janvier qui me revient, qui était un hommage à Pierre Bonnard. Et puis un moment, après avoir fait un portrait magnifique de Bonnard, l'arpenteur, des paysages, celui qui regardait, qui rêvait les plantes, et tout à coup, il se retourne vers lui, il a l'air de dire « Allons, dis bien d'où tu viens, quoi. Paysan, va, paysan. Je suis né paysan.
par les croquants. Les premiers mots. Je suis né paysan. Ce n'est pas un titre de gloire. Ce n'est pas non plus une métaphore. Non, cela ne signifie même pas que j'aime par-dessus tout la rêverie champêtre, la respiration des bois, les fleurs sauvages ou bricoler dans mon jardin écologique. Je suis né paysan, de parents paysans, pauvres, mal logés, mécontents de l'être. J'ai été élevé sur des collines maigres qui n'avaient même pas la chance de sentir le thym ou la lavande. En Corrèze, la lumière est blême, il pleut souvent, la boue est rougeâtre et colle au sabot, ça sent la mousse, les feuilles, l'eau et les tas de fumier. Né le dimanche de Pâques 1935, fils de paysan, apprenti ajusteur à Brive, retiré de l'école par manque d'argent, il entre en pension en 5e à l'âge de 16 ans. J'ai commencé mes études comme on prend l'autobus, prêt à apprendre tout ce qu'on voudrait. Je me sentais comme un évadé qui trace. J'avais fui mon destin, j'avais qu'une trouille, celle de me faire rattraper. Il saute directement en 3e, finit premier de la classe, passe brillamment le concours de la SNCF pour devenir agent d'exploitation dans les bureaux à Rocamadour. Son professeur de français lui conseille d'entrer à l'école normale de Tulle. Il en sortira major de sa promotion, intégrera même Henri IV, prestigieux lycée de Paris, pour tenter Normal Sup. Au mi-temps des années 50, que voulait-il devenir? Instructeur public avec la considération de tout un village et la vie luxueuse avec l'eau courante. Ce que je visais, c'était l'eau courante, à cause de 10 ans de seaux, de citernes, de godasses mouillées, de perches échappées de la glace l'hiver qu'il fallait casser. Merci. Ça, c'est un texte de Jean-Claude Rasplin-Jastre. Il y a tellement de témoignages et tellement d'injustices que je vais commettre en ayant fait ces coupes-là et pas d'autres. Tellement de textes magnifiques qu'il est. Mais en plus, Gisèle a trouvé le moyen de me ramener un texte. Ah oui, moi aussi. Oui, tu l'as, oui, qui n'était pas dans le livre. Non. Oui. Je dis, ben ça, ce sera bien de le dire. C'est un texte de Claude. Il est dans un de ses livres. Ah, bon, alors donc on ne peut pas protester. C'est bien. Je ne sais plus dans lequel c'est. Quand j'avais 13 ans, j'ai pleuré un soir à la nuit tombante. J'ai pleuré à chaudes larmes parce que ma vie se cassait la gueule, déjà. Je venais soudain de voir mon existence entière devant moi. C'était le printemps et j'étais en train de donner à manger aux lapins. Dehors, dans leur parc. J'ai compris en une sorte d'éclair de lucidité que je ne ferais aucune étude, donc que l'avenir était râpé pour moi. J'allais demeurer dans nos champs, à filer des herbes aux rongeurs, et ce serait comme ça jusqu'au soir de ma vie. Le même horizon et tout. Il valait mieux tordre le cou à mes rêves d'indépendance, mes tentations de vie rigolote. Je regardais les arbres assombris qui barraient la ligne du ciel foncé en ce moment où les premières chouettes lancent leurs cris. Ça me faisait du désespoir précoce, à moi aussi, ce soir-là, où l'air était doux comme les yeux des bêtes. Mon sang battait dans un corps grandi. J'étais sûre que je ne m'en sortirais jamais des forêts. Je sentais un poids fatal sur mes jeunes épaules. Trop pauvre, je le savais, trop paumée. Je passerais à côté de la vraie vie dont je ne connaissais pas la forme, mais que j'éprouvais comme une ouverture interdite. Merci. Marc, j'ai envie de t'appeler parce que forcément, si on est dans le chapitre paysan, il y a la ferme du Garret. Toi, tu l'as rencontré, on va faire un bord plateau. Je propose de faire un bord plateau. Donc, on ne sait pas si le spectacle va reprendre, parce qu'après tout, c'est pas un peu... Tiens, tu peux t'asseoir là, oui, ou viens là, il y a un trou là. Et alors, tu as rencontré Claude, à ce moment-là, tu voulais engager Jean-Marc Stellet. Oui, la ferme du Garret, donc je préparais ce spectacle pour le Festival d'automne en 98. Et c'est Jean-Marc Stellet qui faisait la scénographie et qui devait jouer le spectacle. Et puis un jour, Jean-Marc m'a dit qu'il était trop occupé avec plein de choses, qu'il ne pourrait pas jouer, qu'il ferait la scénographie. Décorateur magnifique. Voilà, et acteur magnifique. Et il m'a dit, mais je peux te proposer quelqu'un qui sera formidable là-dedans, Claude Dunton. Voilà, c'est comme ça que j'ai rencontré Claude. Il n'avait pas fait de théâtre, je crois, depuis
si je ne dis pas de bêtises, au moins 25 ans. Il faisait du cinéma, de la radio, mais il n'était plus monté sur un plateau de théâtre. Il boitait beaucoup. Il m'a dit, je vais me faire opérer absolument pour la première, ce qu'il a fait. Et voilà, c'était une grande rencontre. On a répété pendant 2 mois. Dominique Carré, qui est là avec moi, qui était l'éditeur de La Ferme du Garé. On s'est rencontrés à ce moment-là. Voilà, et c'était un grand moment de plein de choses, parce que jusqu'au bout, c'était un spectacle très compliqué, parce qu'il fallait qu'il apprenne tout le texte de Depardon. C'était presque la même histoire, sauf que Depardon venait d'une famille plutôt de paysans assez riches. Pas riches, mais... Voilà. Il le cache bien. Vous savez bien, il y avait des pognons derrière. En tout cas, plus aisé que les parents, mais c'était presque la même chose. Ah non, je ne veux pas dire du mal. Non. Et puis, vous l'avez joué souvent. Et on l'a joué. Repris souvent, je veux dire. dire. On l'a joué pendant, je ne sais plus, 2 ou 3 saisons en France et à l'étranger. Et on l'a repris en 2010. En même temps, Raymond. Voilà. Raymond, mais c'est populaire. C'est Raymond Depardon, c'est vrai qu'on peut... Et voilà, donc, on l'a repris en 2010 et le projet, on devait reprendre le spectacle et on a créé le spectacle Les Jouets à partir de son livre sur les jouets, et Claude devait jouer les 2 spectacles, et là il a eu ses ennuis de santé, donc il n'a pas pu faire le spectacle des jouets. Les images qu'on a vues tout à l'heure et une qu'on reverra pour clore ce propos sont tournées dans la préparation du spectacle des jouets. Elles étaient dans le spectacle. Si tu veux, elles arrivaient pendant plein de moments. Voilà. Il y avait aussi Claude avec un petit bateau. Oui, mais que j'ai pas retrouvé les images. Voilà, il mettait un petit bateau en papier sur une rivière en Corrèze, et il avait un regard à ce moment-là. Et il y avait Claude et les voitures. Il y avait les voitures. Il n'aimait pas que les voitures jouaient, alors. Il aimait les gosses. Ouais. Bon, et puis la 2 chevaux et tout ça. Merci Marc. Merci. Ouais, je fais comme dans une émission. Merci Marc, on continue et l'ambiance reste. Alors, mais je sais plus où c'est. Ah, c'est à moi de vous préparer la surprise suivante. C'était là, c'était là-bas, dans ce lointain qui me colle au présent, mon enfance. La Rita, finalement, elle a vu tout ça avec moi. Cette énergie fiévreuse, cette souffrance psychique du môme qui en prend pas la gueule tous les jours, du moins au-dedans et plus rarement au-dehors. Cet enfant battu interne, martyr de la psyché, moi, ce blessé profond, avec infection purulente de l'indicible. Cette insupportable enfance, elle l'a vécue avec moi, la chienne, en somme. Avec ses montées de nervosité qu'elle partageait, sauf qu'on lui donnait pas du garder-là, là, elle. On lui laissait faire ses crises, ses tressaillements, ses sautes d'humeur. Ce qu'est la Rita, c'est qu'elle n'aimait pas l'agriculture.
En cela, il ressemblait exactement à mon papa. Il n'aimait pas ça du tout, travailler la terre. Il le faisait à contre-cœur parce qu'il fallait bien vivre, parce que le quotidien le poussait dans le dos tous les jours. Les travaux, les entraves, les bêtes à soigner, les foins, les agnelages, les sommeils, les crèves-corps n'arrêtaient jamais. Le quotidien de l'époque possédait au plus haut point la torture du tout à bras, baignant dans l'huile de coude. Je veux dire, durant cette tranche du siècle où vécut la Rita. Mon papa se moquait du travail bien fait. Les belles germinations lui foutaient la chiasse tellement elles signifiaient de fatigue en perspective. Dans l'avenir saisonnier, il maudissait toutes ces galères, et par-dessus tout, le maréchal Pétain, qui avait osé proclamer la gloire de la paysannerie. Son slogan le rendait fou, le principe de la Révolution nationale, le retour à la terre avec des majuscules d'évangile. Alors là, ah là là, le vainqueur de Verdun, merde alors, l'assassin du fantassin, oui. La chanson fameuse, Maréchal, nous voilà que nous chantions à l'école, lui donnait la danse de Saint-Guy à mon papa. Aujourd'hui, je la fredonne pour ça, pour l'agacer, pour rouspiller son fantôme. Je sais qu'il se retourne dans sa tombe. Ça lui donne du mouvement. Mon papa, quand venait les labours, il voyait rouge, il frissonnait, en songeant à la pluie fine et froide qui accompagne ordinairement ces emmerdements d'automne. Et en plus du quotidien, ma mère le poussait aussi dans le dos pour qu'il y aille, qu'il attelle les vaches, qu'il attelle le Priadal au Brabant et le Brabant à la Guêpe d'Irastoul. Il devenait furieux contre elle, contre la pluie, la guerre, Pétain. Il sautait du coq à l'âne et d'une langue à l'autre. Il passait de l'argot parisien du 19e siècle le plus ordurier à l'occitan patois le plus corsé. Qu'est-ce que tu nous baves, connasse? Disait-il ordinairement à ma mère. Fais-le, toi, hein, qui est si fort, t'as qu'à le faire, au lieu de les aspiner comme une orange chiant. Là, il se détachait carrément de l'agriculture. Il se mettait en divorce avec le milieu, en sécession. Il se planquait derrière son passé parisien, les bistrots de 1901 où il avait les garçons, et plus tard les usines, Renault, Citroën, et même Godrich. Puis, sans transition, il réapparaissait sans notaire, mais face qu'un gars se comprenne, Chalamouche et Livianda. J'aurais pas pu citer mon papa à l'école. Il n'avait que des langues sales, il vibrait dans des allers-retours constants, d'étourdissants va-et-vient de la glose. Il ne respectait aucune tradition linguistique. La chienne non plus. Elle ne savait même pas ce qu'elle jappait la plupart du temps, la pauvre imbécile. Tout en instinct de harne subite, volatile, sans suite. On voyait qu'elle n'aimait pas travailler, au fait qu'il fallait la prier comme une sainte pour qu'elle aille aider à faire tourner les moutons. Louia, louia, pensez-vous, feignasse. Atchi, Rita, atchi. Elle s'en foutait, mon père s'égosillait, puis il courait lui-même lestement vers les bêtes. Pour lui montrer, il lui indiquait la direction. Atchi, Rita, atchi. Alors brusquement, elle comprenait. Elle fonçait avec colère. Elle se mettait à mordre le bétail épouvanté. Il fallait un vacarme d'enfer pour qu'elle s'arrête. La menaçait de toutes les morts. Putain de Sénat. La chienne de ma vie. Jacques, on peut dire que ça va se jouer au Festival d'Avignon 2024 aux chiens qui fument dans la petite salle aux petits chiens. La chienne de ma vie aux petits chiens. Il a bien raison. Avoir maille à partir. Tirer à boulet rouge. Dieu mesure le vent aux brebis tondues. Tomber dans le lac. Les dés sont pipés. Être au-dessous de la barre. Décrocher la timbale. N'être pas bon à jeter au chien. Le jeu n'en vaut pas la chandelle. Il voit bien clair. Il n'a pas la maille. Ça ne faut pas se répéter. Prendre une biture, bon, tirer une bordée. T'hésites pas parce que j'ai pas fait. À l'enfourner se font les pains cornus. Si tu sens l'envie de lâcher quelques expressions bien senties, avoir du foin dans ses bottes. Le verrier n'en battra pas sa femme. Un cordon bleu. Il en a pour 100 écus dans les fesses. Voilà ce que les rats n'ont pas mangé. Il faut enterrer la synagogue avec honneur. Tu veux feuilleter. Allez, gars. Lui donner d'une façon. Prendre à bras le corps. Avoir la main à l'est. Envoyer dinguer. Faire bonne chère. Donner une leçon. Ne pas se moucher du pied. Ne pas se moucher du coude. Tremper une soupe à quelqu'un. Secouer les puces.
toutes les expressions populaires, voire populacières, tout ce qu'on n'apprend pas à l'école, le fond du panier, le cru du cru des chiffonniers, le lenturlu des pires obscénités, toute la batterie des grossièretés dans les façons d'être et de s'exprimer, toutes les buses, les lapsus de la bouche comme de l'anus, les agressivités voyutes, les déferlements scatologiques, les archaïsmes de prononciation et les achoppements syllabiques, les constructions volontairement abstraites, les patatesses débitées sans honte, les cuirs à répétition, les clichés, les platitudes, les obscurités ou les trivialités, les soi-disant secrets susurrés, les cris, les crocs et les vociférés des brisés du mazie, tout le tintouin quotidien, les potas, les ragots, les rudoiements envers les animaux, les tatas sur le dos des voisins, les chambards, les bousins, les baves et les bavettes, les refrains idiots, tous les barbarismes à en chier, tous les provincialismes par légion, tous les localismes à foison, tous les sous-régionalismes, toutes les langues du monde en moins de 100 coups de glotte. Être tout sucre, tout miel. Jeter de la poudre aux yeux de quelqu'un, dorer la pilule, pour donner la couleur à son affaire. Être plein aux as. Jouer bien son personnage. Être bredouille. Mettre en capilotade. Être réglé comme une horloge, réglé comme du papier à musique. Au quart de poil, il ne faut pas confondre autour et alentour. S'en mettre plein la lampe. Avoir la puce à l'oreille. Faire bonne chère. N'empêche que... Une surprise partie. C'est là que... Un dîner à chier partout. Des pratiques quotidiennes. Mettre le couvert. Des feuilletages du bouquet. Tu m'en diras des nouvelles. Des feuilletages des expressions. On raconte que ça fait du bien. Qu'est-ce qui nous rentre par l'oreille en ce moment, c'est terrible. Faire le con. Ça manque un peu d'expression populaire. Un peu trop d'éléments de langage, si vous voyez ce que je veux dire. Un peu beaucoup. Comme un paquet ça de nettoie totalement. C'est un autre système de réponse que les réponses répétées, préparées, codifiées. Se taper la colonne. Allez-y, allez-y. Se taper un racine. Qui costient comme un livre, parle comme un avocat. Qui plante, ce sont des choux. Se taper sur la bonne voie, qui met bien ses attentions. Regarde à deux fois, qui n'y a rien à redire de lui, que c'est plaisir, qui revient bien. C'est comme on l'entend. Qui tape tout de suite dans l'œil et ta mode de genre. Entrer par une oreille et sortir par l'autre. Qui prend tout de suite le pli que ce n'est fort le porte, qui s'endurcit, se fait déjà le mal. C'est pas n'importe qui est à rendre service, se fait top, qui est bien dressé, prend bien qui ne tracasse pas sa tête pour rien, songe plus loin, qui voit clair, est à le mode, voit quoi, que c'est une crème d'homme, qui en sait court et long, qui n'arrange pas ça comme des noix sous bâton, voit quoi et comment, sans l'oignon, qui sait le fin mot, qui a toute sa tête à soi, et plus fin que lui, c'est de la soie, qu'on ne lui marche pas sur les pieds, c'est sur lequel danser, que ça ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd, qui a plus d'un tour dans son sac, qui connaît l'affaire comme dans ses poches, qui ne s'oublie pas, qui se laisserait couper le langue plutôt que de l'oublier, qui n'a pas peur, qui est bien droit dans ses bottes, que si c'est asségué, il ne rendra pas, n'en démordra pas, que quand il a quelque chose dans le chiotte, il l'a pas dans le trou de ce cul. Être dans la limite de l'équilibre, comme papa dans ma main. Avoir la guine. Je pense que peut-être le moment est venu de donner aussi une réponse à Bernard Pivot. Enfin, sa part populacière. On va voir. Apostrophe 1. Vous êtes beaucoup plus violent dans votre ouvrage. Je veux dire, par exemple, à un moment, vous dites que la pédagogie, c'est de la merde, du moins celle que nous pratiquons, c'est du bluff, c'est de la poudre aux yeux. Oui. Oui, là, on est un peu dans un salon. Je veux dire, c'est un peu... Oui, alors ça, je remarque une chose, c'est que vous employez dans votre ouvrage une langue très truculente, avec des mots un peu durs, des mots d'argot, tout ça, qui est une langue assez savoureuse. Et là, vous employez un français tout à fait, je dirais, châtié. Hein. Alors, c'est lequel, le vrai du nom? Vous savez, Bernard Pivot, il est très Marie Chantal. Ça, oui, Marie Chantal, mais enfin, je veux dire, c'est aussi l'intimidation culturelle. Je suis en face d'une dame qui aurait pu être mon proviseur de lycée, qui m'aurait... ne le sera jamais. Non, mais je veux dire, elle aurait pu l'être, qui aurait pu me faire couper les cheveux. Monsieur aurait pu me faire porter une cravate. Je veux dire, il y a une intimidation. Vous êtes insensible, là, quand même. Vous êtes très sensible. Pierre, venez à l'autre table. Pas du tout. Soyons, dès qu'on joue ça, je sais être vulgaire comme les autres. Rien ne me retient. Je peux dire prout. Et vous alors, Pierre Marteau? Oui. Et c'est Claude qui t'a révélé. Révélé, c'est-à-dire... C'est passé par une annonce. Par une chanson. Je vais la chanter. Ma vaque, elle était peinte dans le pré à la Durand. Elle a maqué une chicorée qui valait bien 100 francs. Elle a du sentiment, ma vaque, elle a du sentiment.
Bah, il n'y avait que Claude pour me payer pour chanter ça, quoi. Voilà. C'était pour France Culture, il faisait une émission sur la langue française, enfin la langue qu'on parlait à Paris au XVIIIe siècle, et il a passé une annonce dans un journal de la région rouennaise, et il cherchait un acteur qui pouvait parler un patois, voilà. Et moi je suis d'Yvetot, le Yvetot d'Annie Ernaux, donc au cœur du pays de Caux, et évidemment ma grand-mère parlait le patois, donc j'ai candidaté, et je pense qu'on était au moins moi tout seul à candidater, et Claude m'a choisi du coup. Voilà. Ce qui est joli dans ta lettre, c'est aussi la surprise. Un certain temps passe, il te fait signe assez vite, et puis il y a ce signe que tu présentes de la fidélité de Claude. D'un air de dire 6 semaines après, ben oui, j'avais dit que je te rappelle. Oui, c'est ça, voilà. bien sûr. Et ça va plus loin parce qu'il se ramène là-bas pour faire de la radio. Il dit pas, bon alors, étant donné qui je suis, je vous parle de France Culture, vous allez venir, cher ami. Il vient, il va enregistrer sur place. Oui, c'est-à-dire que moi, j'ai enregistré cette chanson... Scandaleux, c'est scandaleux. Dans un pré, avec les vaches à côté. On peut très bien le faire en studio, c'est scandaleux. Oui, c'est ça. Non, c'est beaucoup mieux comme ça. Oui, ben voilà, c'est ce que disent les rêveurs, absolument. Paysan, va. T'en as d'autres de chansons du pays de Caux, ça Non, j'avais celle-là. Non, mais ça, c'était à Yvetot, quand on faisait la fête avec les copains le samedi soir. Bon, on finissait bien bourré et on finissait toujours par parler par nos grands-parents, quoi. Et il y avait toujours cette chanson-là qui finissait par sortir. Je laisse passer un temps de silence. Oui, c'est ça. Assez doux. Silence profond. Assez agréable. Non, je me souviens d'une chose que j'aime clamer à propos de la maison de la radio. C'est Claude qui me disait qu'il s'était battu avec d'autres pour qu'on cesse cet examen ridicule qui consistait à une certaine époque gommer les accents et les traces régionales dans le parler de la radiophonie française. Il fallait réussir à faire oublier qu'on était du sud-ouest ou même d'une autre région, sans citer... Pardon ? Et qu'est-ce qu'il y a de drôle? Bon, apparemment. Alors que moi, maintenant, ça me fait plaisir et je peux travailler à France Culture grâce à Claude Dutton. Oui, pour revenir aux choses sérieuses, et attendez. Un petit morceau de pivot. Non, mais vous, quand même, d'une ton... parce que ce que vous dites, quand même, parce que je vous lis, regardez, quand même. Alors, d'une ton. Et puis après, c'est Louis Do. Madame, par exemple, vous racontez quelque chose, moi, qui m'amuse beaucoup. Racontez un sapin de Noël et vous parlez de vos petits-enfants ou petits-neveux, je ne sais pas, et des gosses de 3-4 ans qui ont reçu des cadeaux, et des cadeaux très bien, etc. Il y en a un qui a reçu, le petit garçon a reçu un projecteur de diapositives ou je ne sais quoi. Et alors, vous déplorez le fait que le petit bonhomme, pendant toute sa matinée, s'est baladé, non pas pour utiliser le projecteur en tant que projecteur, mais en tant que lanterne. Et vous dites quand même, les gosses, maintenant, on leur donne des jouets, ils les cassent, etc. Là, voyez-vous, je trouve ça prodigieux, moi, qu'un gosse prenne un projecteur et il a envie d'une lanterne, il n'a pas envie d'un projecteur. Et la créativité du môme, qu'est-ce que vous en faites? Je veux dire, je crois très profondément que l'avenir est justement aux bambins qui cassent leurs jouets, madame, voyez-vous. Oui, mais monsieur, permettez-moi de vous dire... Il habitait cet immense appartement à l'époque, près de la gare du Nord, où il recevait, mais exclusivement dans sa cuisine. Au bout du couloir, tout près de sa pièce à lui, son petit bureau, avec un lit de camp, dans une toute petite pièce, attenante, presque un placard. Il vivait là, entre la cuisine, son bureau et son lit de camp. Il faut savoir rester simple. On est dans ce couloir, donc, un très grand couloir, il regarde au loin vers l'autre bout de l'appartement et dit quelque chose comme là-bas, il y a les filles, tu sais. Oui, j'ai 2 filles, très jeunes, oui, à mon âge, mais bon. Elles vivent là-bas avec une fille au père, très jeune, aussi, une Anglaise, il faut bien les élever, les enfants. C'est très grand, tu sais, il y a des salons, un piano, tout ça. J'y vais pas très souvent. Les salons,
Tu comprends, qu'est-ce que j'y ferais? Et hop, on retournait dans la cuisine. J'ai 2 garçons aussi, très grands, des médecins, des savants, ajoutait-il très fier en claudiquant légèrement. Il claudiquait un peu, oui, ou chaloupait, selon. C'est de cette cuisine qu'il m'a dit un jour au téléphone, « Ben viens, alors, ben oui, tout de suite, je te dis. » J'étais angoissé, il faut dire, je devais monter une pièce de Sarah Kane, une anglaise, et la traduction, je le sentais bien, n'était pas fameuse. Il avait dit, on va regarder. Il faut savoir que Claude avait été prof d'anglais à une époque, je ne sais plus laquelle, une autre en tout cas. Il en a connu beaucoup des époques, Claude. Il avait vécu à Londres ou à Bristol, à moins que ce soit à Leicester, et avait même joué des pièces en anglais. Bref, son anglais était plus que fluent. Me voilà donc dans sa cuisine, de bon matin. Il me resserre du café réchauffé en disant « Vas-y, continue à lire. » Non, pas l'anglais, le français. Il écoute attentif. « Ah, oui, d'accord, continue, je vais te dire comment c'est en anglais. » Il rigolait déjà. Et immédiatement retrouver le texte d'origine sans jamais se tromper. Bah, facile, c'est du mot à mot, cette traduction. Bon. Mais on peut peut-être... ai-je dû marmonner? Ah non, on ne peut pas l'arranger, il faut tout refaire, il n'y a pas le choix. Oh là là, la panique. Je vais à Strasbourg lundi, jouer la ferme du Garret. Pardon, c'est beau, tu verras, avec le décor de Stélé et tout. J'ai un train à 7h19, tu viens et hop, on commence. On ira au café la journée, le soir, tu viendras me voir jouer. Et nous voilà dans le train à retraduire déjà la première page. Et chaque matin, au café, on s'y remettait d'arrache-pied, ça chômait pas avec Claude. 3 ou 4 jours, dans ce café, 8 heures d'affilée à traduire. Épuisant, mais réjouissant. Je le revois sortant des toilettes, le pantalon à peine remonté, remettant tout bien en place avec ses mains de paysan et me lançant, tout en se rebraguettant, « C'est vachement bien, dis donc, cette pièce !» Et se rasseyant, « Qu'est-ce qui se passe après ?» Il ne l'avait pas lu avant. On l'a traduite comme ça, d'un coup, en 3 jours, à l'aveugle, en somme. Après, bien sûr, il a tout repris, il venait même aux lectures avec les acteurs pour peaufiner un peu. Et tout ça pour rien, juste pour moi, ou pour l'art. On n'avait même pas le droit de mettre son nom au générique. Il s'en foutait bien. Au Moyen-Âge, me disait-il, on ne signait pas, tu sais, ou sinon derrière la pierre, qu'il scellait ensuite dans le chapiteau, ni vu ni connu. Continue. Ça nous fait tellement de bien. Et peut-être on peut envoyer le petit film où il y avait un extrait du court-métrage de Louis Do, celui qui commence avec l'aveugle. Vas-y. Vous avez compris qu'on était passé dans le chapitre traducteur. Altercation! Vendu assassin! Je sais tout! Je vois rien, mais je sais tout! T'es qu'un assassin! Et vous là, qu'est-ce que vous voulez? Bande de minables! Une caméra, hein? De quelle organisation faites-vous partie? Foutez-moi la paix! Et tu cherches...
c'est un extrait de court-métrage magnifique que Louis-Do a tourné. On me gardera le pot après. Hein. Avec les deux. Je mets mes crayons quand même. Alain Maribel et Claude Duneton. Avant, c'était 12 enquêtes sur la violence. Et moi, Gérard Guérin, bien sûr. Le film avait été sélectionné à Cannes. Michael Lonsdale, ça se prononce presque comme Langhoff. Presque, non. Eh bien, dans la case traducteur, il y a, et dans la case théâtre, avec Mathias Langhoff, il y a l'histoire magnifique, la longue lettre que je vais me faire un plaisir de vous détailler, de Mathias Langhoff. Non, je ne veux pas me perdre dedans. Il dit qu'il aime beaucoup les anecdotes, comme Claude. Et il commence à raconter des souvenirs de son enfance en Allemagne et ce qu'il allait voir au théâtre. Et par-dessus tout ce qu'il avait subjugué, c'était peut-être un type avec un grand nez, un chapeau emplumé, qui disait des jolies choses. Mais surtout, il voulait parler d'un théâtre pour lequel il était allé à la rencontre de Claude en demandant une traduction. Alors, vous voyez, je suis en train de m'empêtrer dans mes papiers, c'est dans la mémoire. Mais attends. J'ai voulu monter La Duchesse de Malfi, de John Webster. À cause de mes mauvaises expériences en France avec des traducteurs de Shakespeare, personne, à ma connaissance, ne me semblait apte à traduire ce texte élisabétain. Jean-Paul Wenzel me présenta alors Claude Duneton, qui très vite réussit à faire une magnifique traduction très proche du phrasé anglais. Il s'était servi de la version jacobéenne originale, et l'alternance d'une langue littéraire en vers rimés et d'une langue familière, à la poésie presque intraduisible, telle qu'on la parlait dans les rues, correspondait à la langue de Duneton, dramaturge, dont les pièces ont eu plus de succès au Royaume-Uni que dans sa patrie. Claude me fit comprendre pourquoi j'avais et ai encore autant de difficultés avec la langue française au théâtre et dans mes rapports avec les acteurs. Ce merveilleux encyclopédiste était intarissable sur l'évolution de la langue française, un de ses sujets favoris, une langue d'État que Richelieu avait implantée dans le corps vivant de la France en créant l'Académie française. Une langue régie non par la vie mais par des règles qui enrichimentent la pensée de ceux qui l'utilisent. Il parlait des langues d'Oil, des langues d'Oc, des nuances qu'on ne trouve que dans les dialectes. Je ne me lassais pas de ces explications tant elles m'aidaient à lutter contre le côté figé de la langue nationale standardisée. Je crois hélas que ce fut là une des raisons du profond désaccord entre les acteurs et moi sur la Duchesse de Malfi. Se libérer du pouvoir de la langue et se faire sa propre idée du monde avec les mêmes mots est un travail digne de Sisyphe. Claude était et reste le seul Français qui ait compris à quel point il est important, dans ma tradition, d'entendre la forêt noire en lisant Hölderlin, la Hesse chez Büchner et la Saxe chez Müller. La langue est un paysage plein de vie et de mouvement. Ce n'est pas une considération, mais une recherche. Et si on se glissait, merci Mathias, on va se glisser dans la lettre de Mathias avant de la reprendre un petit peu avec ce texte de Claude, dans Parler croquant. Eh bien si, il faut se rendre à l'évidence. Hein. La langue française, c'était au début du siècle la langue d'une infime minorité de la population française. C'est curieux à dire, mais la France n'est francophone que depuis 50 ans à peine. La haute bourgeoisie de notre pays avait depuis des siècles une langue à elle, une belle langue, réputée, qu'elle s'était faite toute seule, en secret. Elle en avait déjà fait présent à plusieurs cours d'Europe, quand tout à coup, au début de ce siècle, elle en a fait cadeau aux Français. Je lis dans mon manuel, la langue française ressemblait au caractère de la nation qui la parlait, agréable, douce, pure, noble, chaste et majestueuse. En voilà une imposture. Quelle nation parlait cette langue-là? Une poignée de nobles et de grands bourgeois, quelques centaines, quelques milliers d'aristocrates sur les 20 millions d'êtres humains crevant d'impôts et de malnutrition qui portaient le titre de Français
et parlait l'occitan, le basque, le catalan, le breton, le flamand, le berrichon, le morvando, le picard et que sais-je, tout sauf la langue agréable, douce, pure, chaste, etc., dont on les gratifie royalement. Comment peut-on, de nos jours, écrire encore de pareilles sornettes? Il est en colère. Je reprends la lettre de Mathias Langhoff. Quand j'ai décidé de m'établir en France, j'espérais connaître enfin le vaudeville qui avait triomphé sur les boulevards, mais il avait disparu, tenu pour un art mineur et oublié. Je savais que je ne comprendrais jamais ce qu'est un vaudeville, sauf si j'en mettais un en scène. Et grâce à Claude Duneton, j'y suis parvenu. Alors c'est peut-être cette histoire d'un vaudeville, comme ça, qui lui fournit cette autre anecdote qui est arrivée au cours des répétitions de la Duchesse Malfi. C'est le scénographe Jean-Marc Stellé, qui était un ami de François Simon, lui-même fils de Michel Simon, et convoqué par Michel Simon, qui dit qu'il faudrait, après sa mort, aller faire un peu le ménage dans sa maison. Toi seul, Paul, peux le faire. Mon père avait des goûts spéciaux, détruit tout ce qui n'a pas de valeur. Vous le savez peut-être, la maison était pleine de trésors pornographiques, de découpures de journaux, toutes sortes. Mais vraiment, les pièces étaient pleines, noyées dans ces photos, dans ces gravures. Et Jean-Marc Stellé dit que jour après jour, il a sorti tout ce qui lui semblait ne pas avoir de valeur, et chaque soir, il en brûlait une grande partie dans la piscine. Fin du récit de Jean-Marc. Le lendemain matin, dit Mathias Langhoff, j'allais chercher Claude à son hôtel pour nous rendre à notre lieu de répétition. Il était blême et excité. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Comment pourrais-je regarder Jean-Marc dans les yeux, lui qui est pour moi un ami, après l'avoir entendu avouer un crime aussi terrible, la destruction d'un trésor irrécupérable. Voilà, de ces œuvres populaires par elles-mêmes qui ont été sacrifiées. Alors, mais si, j'ai ri, et nous sommes allés répéter, il a pu saluer Jean-Marc en ami, il l'a regardé dans les yeux, il a simplement hoché la tête. Tout à l'heure, on s'interrogera sur l'homme en colère. Remets-nous un petit peu d'accordéon, dis. Gisèle, on ne sait pas quel compliment te tresser, tellement c'est un travail formidable, magnifique. Dedans, tu y parles de Claude traducteur. Oui, j'ai raconté une anecdote parce que j'ai cru que j'allais pouvoir faire une traduction à 4 mains avec Claude, parce qu'il s'agissait d'une pièce anglaise sur le monde rural qui se passe sur un siècle, qui s'appelait Harvest, et qui commençait en 1914 et qui se finissait en 2015, et qui se passait toujours dans la même cuisine de ferme, et qui était les grandeurs et misères du paysan. Et évidemment, je pensais que c'était une super bonne idée. Et j'ai appelé Claude et je lui ai dit, je lui ai parlé du projet. Il a dit, bah, viens déjeuner. Je crois que c'était le jour de l'anniversaire de la mort de son père. Et donc on commence les 2 premières répliques à traduire, et il me demande qu'est-ce que tu as mis là, et à chaque fois il me dit mais les paysans ils parlent pas comme ça. Au bout de la 3e réplique, il a vu mon visage, il a dit bon Gisèle, qu'est-ce qui va pas? Et j'ai dit je crois qu'on peut pas faire la traduction parce que tu vas tout faire. Je ne peux pas signer une traduction que tu vas faire toi. Alors il a mis sa main sur la mienne, il a dit mais tu vas la faire toute seule ma grande.
Et c'est ce qui s'est passé. En fait, moi, ce que je voulais évoquer, c'était l'amour de Claude pour la langue anglaise et le théâtre, mais la langue anglaise. À tel point que quand il était réfugié dans sa Corrèze, où il allait souvent pour travailler, il achetait le journal anglais. Alors, il allait à Messac, le Guardian, et voilà. Et donc, il a toujours resté proche de cette langue, mais en fait, il était prof. Il a fait des études d'instituteur. Après, il a fait des études d'anglais, et qu'il avait quand même appris avec la méthode assimile de son cousin. Faut le faire. Il avait récupéré en 2 mois d'été le programme pour rentrer au collège. Donc, il devient prof d'anglais et il va en Angleterre enseigner comme prof de français à Leicester en 1961, à l'automne, à la rentrée. Et là, à Leicester venait de s'installer une jeune compagnie qui a pris le titre assez mirobolant de Living Theatre, et qui comprenait certains transfuges du Royal Court et des membres qui sont devenus après des gens très très célèbres comme Ken Loach, et un autre acteur qui s'appelait David Halliwell, qui est devenu un grand ami de Claude et dont la première pièce a eu un succès assez phénoménal, à tel point que on en a fait un film qui a eu un prix, je crois. Et Claude a traduit cette pièce qui s'appelait... le titre français, c'était Petit Malcolm contre les eunuques, et qui était en fait une parodie, une satire sur Hitler étudiant. Et donc il a fait du théâtre à Leicester, mais il est rentré il s'est débrouillé pour faire les utilités dans cette troupe qui venait de s'installer. Et après, il a fait partie d'une troupe à Londres, et qui était une toute petite troupe qui s'appelait Quipo, et qui était donc ils ont lancé le mouvement du lunchtime theater, c'est-à-dire que c'était des pièces qu'on jouait à midi. C'est-à-dire les gens qui prenaient leur pause pour aller déjeuner, ils pouvaient aller voir une petite pièce d'une demi-heure et puis se nourrir intellectuellement en même temps que nourrir leur estomac. Voilà. Et donc il a adoré l'Angleterre et il y est retourné très très souvent parce qu'il avait gardé de grands amis là-bas, notamment Jenny Statt-Holland, qu'on a retrouvé et qui a pu nous écrire un texte, ou son ami qui s'appelait Stephen Buckley. Gisèle, on ne peut pas, tout dans raconter. une seule soirée, raconter toutes les vies de Claude. Donc il y a celle du traducteur. Non, c'était bien, je vais te poser une question. On a essayé de parler un peu du paysan, du lexicographe, du romancier. On en a un peu parlé, non, c'est vrai. On pourrait parler de ça. Tu parles du voyageur aussi, celui qui va en Estonie. Oui. Alors, il a été aussi contacté par une professeure qui s'appelle Eva Toulouse, qui enseignait, alors comment ça s'appelle, Tartou, à Tartou, et qui faisait venir des professeurs d'Europe parce que l'Estonie venait d'être une république. C'était une toute jeune république. Donc il y avait une université qui s'était créée. Les étudiants étaient dans une boulimie d'apprendre. Et donc Eva Toulouse, elle a demandé à Claude de venir enseigner, et il a tellement marqué ses élèves que ils ont demandé à ce qu'ils reviennent, et il leur a appris le français. Il leur a dit, mais ne regardez pas le français comme il faut l'apprendre, parce que quand vous allez arriver en France, vous n'allez pas comprendre quand on vous parle de la flotte et qu'est-ce que tu veux bouffer, parce que vous aurez appris comment mange-t-on, et voilà. Et donc il leur a parlé du langage familier. Et ils ont appris le langage familier français. Claude l'imprévisible, qui, du coup, en Estonie, décide de louer ou... Non, il a acheté un appartement. Un appartement, c'est plus simple, effectivement. Et comme il était pratiquement pas là, c'était des étudiants qui l'habitaient. Oui, bon, quand il a un grand appartement à Paris, il dort dans la cuisine, alors tout. Oui.
Alors, et c'était, je pensais aux voyageurs, et parmi les métiers ou les rêves, un chanteur non, il aurait aimé. Non, il aurait aimé, mais il avait la voix cassée. On sent que la transition s'appelle. Et oui. Une question. Oui. Une question. Si te parlant de ça, tu crois quel est de tous ces rôles, de tous ces chapeaux-là, quel rôle préférait-il? Quel Acteur. C'est étonnant, mais il aurait voulu, si on lui avait donné le choix, il aurait dit acteur. Mais maintenant, on va écouter Michel Desproges qui va nous chanter la chanson qui faisait pleurer Claude, qui s'appelle « Les cailloux dans l'eau » de Gaston Coutet. Je vais poursuivre ce que vous disiez. J'avais été très étonné. J'avais demandé à Claude, si tu ne pouvais plus être actif, qu'est-ce qui te manquerait le plus? Et ça bousculait mon échelle de valeur. Il m'a dit de ne plus jouer sur scène. J'étais très étonné. Lorsque nous passions sur le bord du fleuve, au temps où l'amour murmurait pour nous, sa chanson si frêle encore et si neuve et si douce alors, en les soirs si doux, et si douce alors, en les soirs si doux. Sans songer à rien, trouvant ça très drôle, de la berge en fleurs où mourait le flot, comme des gamins au sortir d'école, nous jetions tous deux des cailloux dans l'eau, nous jetions tous deux des cailloux dans l'eau. Mais j'ai vite appris le couplet qui pleure dans la chanson douce, en les soirs si doux, et conne le trouble angoissant de l'heure, quand tu ne vins plus à mes rendez-vous, quand tu ne vins plus à mes rendez-vous. En vain vers ton cœur monta la prière que lui murmurait mon cœur en sanglots, car ton cœur était dur comme une pierre, comme les cailloux qu'on jetait à l'eau, comme les cailloux qu'on jetait à l'eau. Je suis revenu sur le bord du fleuve et la berge en fleurs qui nous vit tous deux me voit seul meurtri plié sous l'épreuve. Gravir son chemin de croix douloureux. Et me souvenant des clairs soirs de joie où nos cailloux blancs roulaient dans le flot, je songe que c'est ton cœur que je noie à chaque caillou que je jette à l'eau, à chaque caillou que je jette à l'eau. Ça veut dire que tout à l'heure, on va parler de l'écrivain incroyable de l'histoire de la chanson française et des volumes à venir qu'on attend encore, qu'on espère encore, du magnifique travail d'historien. J'invite Pablo Cueco, parce que avant de passer à ça, il fallait faire un chapitre infaisable, les amis. Les amis, mais évidemment, on va parler de Henri et Marinette. Merci d'être là. C'est une journée particulière. Marinette, je te laisse, n'a pas pu venir ce soir. Voilà. Voilà. Oui. Un extrait de Le Claude de Henri Cueco qui apparaît dans le livre. Le livre. On y va, le Claude. Il arrive que le Claude nous rende visite. Un jour, c'était la surprise,
il est arrivé avec un passager, un tout jeune intimidé, à qui il avait dit, pour le préparer à la visite, « Tu verras, ce sont des gens normaux. » En entendant cette annonce, on a regardé pour voir s'il en arrivait d'autres. Non, les normaux, les gens normaux, c'était nous. Et le jeune gars, intimidé, souriant quand même, c'était le Jean-Paul qu'on a bien connu par la suite. C'est devenu lui aussi un grand homme de théâtre, un écrivain de renom, un comédien de talent, un metteur en scène génial. Tous ces adjectifs sont interchangeables. C'est vrai qu'on a hésité. Normaux, des gens normaux, ne semblaient guère nous convenir. Mais au fond, c'était peut-être une sorte de compliment. On en reparlera par la suite. Le copain n'a pas beaucoup parlé au cours de cette visite. Claude nous a, en douce, expliqué qui était ce garçon timide, beau et intelligent. Nous, on était si perplexes sur cette qualité de gens normaux qu'on a peu parlé tant nous avions du mal à nous y faire. Claude nous a dit par la suite qu'ils avaient parlé de ça au retour, que Jean-Paul avait demandé si c'était vrai qu'on était normaux, qu'est-ce que ça voulait dire, d'autant qu'on n'avait pas dit grand-chose. Le Claude lui a dit « Tu les as intimidés à ne rien dire. On s'est intimidés les uns les autres. C'est peut-être ça, être normaux. Ils t'ont regardé pendant tout le repas. Sûrement, ça leur faisait drôle d'être normaux. » Pablo, il y avait beaucoup d'amis, comme on l'a dit plusieurs fois dans le puzzle, et puis ces amis particulièrement chers ou nécessaires ou réguliers, les Quécots. Oui, Henri et Marinette. C'est une amitié qui est née en Corrèze, je dirais à l'adolescence, enfin la jeunesse, vraiment entre l'adolescence et la jeunesse, qui a duré tout au long de leur vie, à travers l'art, sous toutes ses formes, la littérature, les rigolades, la bouffe, les conneries, tout ça, enfin voilà, la vie, quoi. Mais avec une grande régularité. Quand Claude était à Paris, pratiquement une fois par mois, m'a-t-on dit, il déjeunait avec ma mère. Pour échanger des choses comme ça. Marinette, c'est elle qu'on entendait dans le début du puzzle en disant on a vu arriver un homme des bois qui s'est précipité sur le buffet, qui est disparu après. Mais la semaine suivante, pardon, il est venu et il participait à l'activité du théâtre. Exactement, oui. C'est autour du théâtre qu'ils se sont rencontrés. Le deuxième texte. Donc c'est un texte qui n'est pas dans le livre. Le livre. C'est un texte de Claude Duneton, mais qui renvoie au témoignage de Marinette qui, lui, apparaît dans le livre. La fille me disait « Regarde ». Elle me plaçait une feuille sous le nez, n'importe quoi, une vieille tige, un bourgeon. Elle disait d'un ton pénétré « Regarde comme c'est beau ». Je n'étais pas le jeune homme contrariant. Je fixais la plante et je disais « Ah oui ». Je faisais de mon mieux pour m'extasier avec elle de l'élégance d'un brin d'herbe, la finesse d'une nervure, la grâce d'une cannelure. Je prenais des airs d'esthète. Je me penchais pour mieux voir la carcasse d'une vieille feuille écorchée qui exposait sa dentelle en douelle d'araignée fragile. J'étais complètement éberlué par ses façons botaniques. « Regarde ». Elle chantait joliment le mot et sa voix me troublait. Je sortais tout droit de ma campagne, il faut dire. Je n'avais jamais vu personne s'intéresser de la sorte au monde végétal. L'herbe, pour moi, c'était au mieux un objet de consommation. On la fauchait, on l'appelait foin. C'était une source d'éreintement en meule. On n'aurait pas eu l'idée de la visiter dans les détails des petites feuilles, des lames dentelées, les fleurs des prés à la rigueur, à cause des couleurs mignardes. Mais là, elle cueillait des choses étranges, des grappes sauvages velues, des corolles imprévisibles,
Elle ramassait une brindille tordue et sèche. Elle me montrait tout ça dans ses mains. Regarde. Nous avions 18 ans, elle et moi, et toute la sagesse démente des enfants de pauvres en voie d'expansion sociale. Plus tard, un jour, un quart de siècle avait passé, Marinette m'a emmené dans une banlieue étrangement bâtie, un dimanche. J'ai parcouru un dédale de bâtiments très neufs. Au bout d'un escalier, j'ai trouvé le hall où elle exposait des herbes. Elle m'a pris par la main et m'a conduit devant les cadres tendus de fibres ennouées. Elle n'avait pas plaint sa peine. Elle m'a dit « Regarde, ça te plaît ?» Ça m'a fait drôle. Une grosse émotion des prés enfuis, des jeudis égarés au fond de la mémoire, de très vieilles balades. Ça m'a fait comme l'autre avec son biscuit, la Madeleine, en somme. Ces tiges en fil de patience m'ont fait remonter le temps perdu où elle m'apprenait à voir. Merci, Pablo. Je repense aussi à un détail lors de l'article de David Quicou, frère, et qui raconte, parce que je voyais les accoutrements, et en particulier le short incroyable, et qui raconte la tenue de Claude à un festival d'Avignon, et qui lui dit, je crois, David, il lui dit il faut absolument voir, il retourne voir un spectacle, les scènes qu'il adore dans le spectacle, il réussit à se glisser là, et David raconte que pendant le spectacle, après l'acteur qu'il voulait voir, il s'en va. Il venait voir Quicko, bien sûr, jouer. Il y a eu plusieurs versions. Il s'est tiré pendant la présentation. C'est une histoire, que j'ai entendue un nombre de fois absolument incalculable, avec pas tout à fait les... Mais Claude le conteur ou Claude le comédien, est-ce que tu as le film, comment s'appelle-t-il, Vive la sociale alors on aurait pu trouver Claude dans plusieurs de tes films, Gérard. Oui, Billy the Kick. Adioso. Merci Pablo. Donc on va regarder cet extrait qu'on a... Vas-y. Non. Valentin. Prénom. Michel. Date de naissance. 3 août 49 à Gagny. Profession du père. Poissonnier. De la mère. Nière. Quoi? Poissonnière. Fais pas le malin. Ouais, je sais que c'est moi. C'est moi, tu veux dire. Mais moi, j'ai joué la famille du chien. Toi, t'en as fait, moi, le basket, Alors, c'est horrible. D'abord, il te pose plein de questions. Si t'aimes ci, si t'aimes ça, ce que fait ton père. Puis on te pèse, on te mesure, on t'écoute les poumons. Et puis la doctoresse te baisse le slip et te tire sur la queue pour voir s'il est bien accroché. Moi, je pisserai dans les doigts. Même pas cap. Si. Les gens disent de toi que tu es calme ou remuant? Remuant. Travailleur ou paresseux? Paresseux. Rapide ou lent? Rapide. Doux ou coléreux? Coléreux. Affectueux ou indifférent? Affectueux. Timide ou hardi? Hardi. Quel métier veux-tu faire plus tard? Naufragé volontaire. Et encore? Camelot. Pourquoi? Parce qu'un casse à vaisselle sans se faire engueuler. Passe sur la bascule. La chanson, Gérard Morel. Vous êtes rencontrés au théâtre?
D'abord au théâtre, c'est vrai. Ah. Première fois au théâtre. Justement. Cher Michel Drucker. Non, il était dans cette pièce. Toi, tu étais dans la pièce de Mathias. Voilà, moi j'y étais. Et en fait, Claude disait un texte magnifiquement au tout début. Oui. Un texte terrible qui disait d'une voix très douce comme ça. C'était magnifique. Texte enregistré. Ça, c'est raconté aussi dans les articles. Et je te laisse chanter. Alors, oui, parce que on a pensé qu'une bonne façon de rendre hommage à Claude ensemble était de partager un cantique. Oui. Qui s'appelle Cantique en toc. Et puisque nous sommes entre gens vigilants sur la précision orthographique de notre langue, toc s'écrit, en l'occurrence là, T-O-Q-E. Donc, frère Michel, merci de me donner un si. Oui, parfait. Œil pour œil, dent pour dent, c'est dans la Bible et cependant, œil pour œil, sein pour sein, c'est 100% plus sain. Quand c'est mal barré, quand je me suis gouré, je fais ma prière à Saint-Honoré. Quand je fais fiasco, je me recueille devant Saint-Nicolas de Bourgueil. Quand je suis pas bien, je prie Saint-Julien. Quand je suis pas frais, je prie Saint-Péret. Quand pointe le jour, je prie Saint-Amour. Quand tombe la nuit, Saint-Georges. Œil pour œil, dent pour dent, c'est dans la Bible et cependant, œil pour œil, sein pour sein, c'est 100% plus sain, tous ensemble. Œil pour œil, dent pour dent, c'est dans la Bible et cependant, œil pour œil, sein pour sein, c'est 100% plus sain. Quand je me sens couillon, quand je suis dans le bouillon, je m'incline devant Saint-Émilion. Quand je suis lassé, là, je me signe devant Sainte-Cécile les vignes. Quand je suis souffrant, je prie Saint-Véran. Quand je suis feignant, je prie Saint-Chinian. Quand pointe le jour, je prie Saint-Amour. Quand tombe la nuit, Saint-Georges. Œil pour œil, dent pour dent, c'est dans la Bible et cependant, œil pour œil, sein pour sein, c'est 100% plus sain. Pour que mes refrains soient jolis tout pleins, je confie mon âme à Saint-Marcellin. Pour qu'il passe sur la TSF, j'offre ma tonsure à Saint-Joseph. Quand je suis devant, je prie Saint-Vivant. Quand je suis derrière, je prie Saint-Nectaire. Quand pointe le jour, je prie Saint-Amour. Quand tombe la nuit, Saint-Georges. Œil pour œil, dent pour dent, c'est dans la Bible et cependant, œil pour œil, sein pour sein, c'est 100% plus sain. Si t'as des talbins, tu pries Saint-Aubin. Si t'as le pactole, tu pries Saint-Christol. Si t'as pas Bézef, tu pries Saint-Estèphe. Pas un fifrolin, tu pries Saint-Paulin. Si t'as froid aux mains, tu pries Saint-Robin. Si t'as chaud aux fesses, tu pries Sainte-Agnès. La crise de foie, tu pries Sainte-Foy. La gueule de bois, Saint-Yor. Œil pour œil, dent pour dent, c'est dans la Bible et cependant, œil pour œil, sein pour sein, c'est 100% plus sain. Encore une fois, œil pour œil, dent pour dent, c'est dans la Bible et cependant, œil pour œil, sein pour sein, c'est 100% plus sain. Merci mes frères, merci mes frères. Alors, je fais le petit monde de la chanson. Et donc un jour, il s'est rendu compte que ce Morel
chantait. Aussi, The Morel, comédien. Ami chantait aussi. Oui, c'est-à-dire quand on s'est revus quelques années plus tard, bon, il avait un peu entendu parler de mes bazars, et je me demandais si c'était le même, et voilà, donc c'était bien le même. Il voulait t'entendre chanter. Voilà, puis on a partagé quelques moments de chansons ensemble. Ah, puis surtout, il savait que j'étais très lié à Anne Sylvestre, et il m'avait dit, j'aimerais bien la rencontrer. Et un jour, j'ai amené Anne au Forum Léo Ferré à Ivry, là, où il faisait une de ses conférences chantées. Et j'ai pu les présenter. Ils étaient comme deux gamins, parce qu'Anne avait très envie de le rencontrer aussi. Et moi, j'étais pas peu fier de les avoir fait. Tu disais qu'en allant voir ton concert, je viens parce que je suis sûr que ça va me plaire. Oui, c'est-à-dire que oui, je lui avais demandé d'écrire une sorte de préface au disque que j'allais faire. Il m'a dit oui, avec plaisir. Et puis, donc, après, il y a eu le concert. Et à la fin du concert, il est venu me voir. Il m'a dit, ça ne sera pas avec plaisir, ça sera avec enthousiasme. Merci Gérard. Je ne me trompe pas, il faut revenir à l'actualité littéraire. Un truc quand même assez récent, qu'est la rencontre incroyable. Peut-être l'occasion de parler du prix Gara. Voilà. J'espérais ce soir pouvoir recevoir le prix Gara, qui est celui du gaffeur intentionnel. Des auteurs face à leur lectrice, bonjour, bon après-midi. Des auteurs face à leur lectrice, c'est une invitation à la lecture sur un terrain qui a déjà été défriché, vous connaissez la formule. 3 écrivains sont avec nous aujourd'hui, ils nous présentent les livres qu'ils viennent de publier et 4 d'entre vous les ont déjà lus, ces livres, et une rencontre est organisée entre les uns et les autres. Alors voici avec nous donc Claude Dunton. Claude Dunton, nous n'ayons pas reçu dans l'émission depuis un certain temps d'ailleurs, c'est sans doute notre faute, c'est le reproche que vous pourriez nous faire, et qui vient de publier... donc Le Diable s'emporte au seuil. Un livre qui est un récit. Le premier d'ailleurs apparemment d'une série de 2 ou 3 que vous projetez. Peut-être 2. Peut-être 2. Celui-ci a comme sous-titre « À mes aïeux ». Avec nous également Annie Ernaux, que nous retrouvons après 7 ans, car nous avons été bien négligents ces derniers temps. Non, vous m'avez invité pour ceux qui le disent ou rien. Ah oui, aussi. Il y a 3 ans. Il y a 7 ans, c'était donc Les Armoires vides. Et voici votre 3e roman, Annie Ernaux, qui vient de paraître comme les 2 précédents. Voilà, le récit de cette émission catastrophique par Annie Ernaux elle-même. Oui, ça s'appelle Le Contemporain fraternel. C'est par le hasard d'une émission de télévision programmée l'après-midi pour les femmes au foyer, c'est ainsi qu'on dit toujours en 1981, intitulée « Aujourd'hui Madame » que j'ai rencontré Claude pour la première fois. Une émission un brin guindée, enregistrée à l'avance. Nous sommes là, tous les deux, pour parler de nos livres qui viennent de sortir avec des lectrices qui les ont lus. Je connais Claude Dunton, il est célèbre depuis « Je suis comme une truie qui doute » que bizarrement, je n'ai pas lu alors que je suis prof, et que, comme je le découvrirai ensuite, je partage entièrement son constat sur l'enseignement. Je lui suis inconnue, c'est normal, j'ai peu publié en 7 ans, et s'il fallait lire tout ce qui sort... Là, nous sommes censés avoir au moins parcouru le livre de l'autre. Celui de Claude s'appelle « Le diable s'emporte ». C'est le premier tome d'une autobiographie, et il l'a intitulé « Ah, mes aïeux ». Le mien est aussi une autobiographie, mais masquée sous le mot « roman », qui ne trompe personne. La femme gelée. Donc quand l'émission commence, l'un et l'autre, nous savons que nous venons d'un monde commun, ni riche ni cultivé, pas du tout celui des lectrices de cet après-midi-là. Des dames mûres, exudant la bourgeoisie, sûres d'elles et satisfaites. Elles vont fondre sur moi comme des harpies, m'accuser d'être une mauvaise mère et démolir mon livre avec une violence telle que je ne regarderai pas la diffusion de l'émission. On oublierait volontairement tous les détails. Je n'ai retenu que la suite. Au moment où tout le monde va quitter le studio, que dévasté, je m'apprête à fuir, Claude Dunton me demande si j'ai le temps d'aller boire un pot avec lui. Il émane de son sourire, de ses yeux, son corps massif, quelque chose de chaleureux, solide, une force tranquille. Je trouverais toujours que la définition méditerranéenne lui allait bien, et je dis oui sans hésiter. C'est finalement un couscous qu'il m'emmène manger près de la gare du Nord avec l'amie anglaise venue l'accompagner à l'émission. Il conduit une vieille déesse dont je découvre le confort inégalable de salon sur roue,
qui convient, me dit-il, à ses douleurs de hanche. Je lui apprends que c'est aussi mon cas. De ça, on va parler, presque autant que de livres, dans cette brasserie où on est restés longtemps, tous les deux. On a ce point commun d'être des éclopés pour la même raison, une luxation congénitale des hanches découverte trop tard, quand nous commencions à marcher. Mais cet enfant boite, malheur. Et qu'il nous a fallu passer de longs mois allongés, enfermés dans le carcan d'un plâtre. On en est sortis, réparés, mais pas assez pour ne pas commencer à souffrir et boiter aux alentours de la quarantaine. Cela aussi relève du social, de la vision du monde des parents qui travaillent dur du matin au soir, n'ont pas le temps de s'écouter. La bonne santé est obligatoire pour eux, pour tous. On n'est pas à l'affût du moindre bobo des enfants en milieu paysan et ouvrier. Et puis, la sécurité sociale alors n'existait pas. Obscurément, le corps des classes populaires s'invite dans notre conversation. Claude attribue à l'immobilité forcée de nos premières années le fait que nous soyons devenus écrivains. Quand les autres enfants gambadaient et découvraient le monde autour d'eux, nous étions obligés de l'imaginer. Il faut bien trouver une explication à cette anomalie de s'être échappé des glissières de la reproduction sociale. On ne parle pas de transfuge en 1981. Je ne me souviens pas qu'on ait beaucoup abordé le sujet de l'écriture autrement que sous l'angle de ce qui empêche sa pratique. C'est une affaire de pudeur. L'écriture de Claude était pudique. Me revient juste une conversation sur l'impossibilité pour l'un et l'autre d'écrire des livres qui ne reposent pas sur la réalité. Affaire d'origine, de mémoire. Celle inscrite dans les gestes et les paroles des parents, des habitants de la Gléjole, son village dont il a ressuscité les 28 jeunes morts de la guerre 14-18 dans le magnifique monument. Salut le frère. Merci Lou Wenzel. Merci. Alors, j'ai eu envie, comme ça, de parler de la colère, parce qu'en revenant à ces pages, souvent j'étais surpris par la colère. Parfois, ça peut devenir une œuvre d'art, la colère. Surtout quand on se rapporte à Claude, au fait que chaque fois qu'il est en colère, il y a quelque chose qui accompagne le mouvement qui fait qu'il ne peut pas rester en colère. Il faut que ça évolue chaque jour. Et je vous parlais d'œuvre d'art à propos de la colère. Elle est signée Magritte. Et je pense que ça vaut le coup d'œil. Hein, adressée à monsieur Richard Dupierreux, critique d'art au journal Le Soir à Bruxelles. Cher monsieur Dupierreux, la bêtise est un spectacle fort affligeant, mais la colère d'un imbécile a quelque chose de réconfortant. Aussi, je tiens à vous remercier pour les quelques lignes que vous avez consacrées à mon exposition. Tout le monde m'assure que vous n'êtes qu'une vieille pompe à merde et que vous ne méritez pas la moindre attention. Il va sans dire que je n'en crois rien et vous prie de croire, cher monsieur Dupierreux, en mes sentiments les meilleurs. Voilà, qui nous ouvre, chère Annie Papin, est-ce que ça ne nous ouvre pas forcément une porte magnifique aux goguettes, aux chansons Annie Papin avec nous, Annie, qui va s'emparer du micro. Annie Papin. On doit chanter ce que l'on aime, exalter tout ce qui est beau. C'est pour cela qu'en un poème, je vais chanter les haricots. À l'heure où tous sommeillent encore, dès le premier coquericot, oh, qu'il est doux quand vient l'aurore de voir semer les haricots. Et puis un jour, sortant de terre et se poussant toujours plus haut, vers le soleil, vers la lumière,
voit pousser les haricots. Au printemps, la rose était close, en été, le coquelicot. Mais quel spectacle grandiose de voir fleurir les haricots. Plus tard, les paysans de France, s'agenouillant, courbant le dos, ont l'air de faire révérence pour mieux cueillir les haricots. Mais ces courbettes hypocrites, avec la main du bourreau, qui les jetant dans la marmite, met à bouillir les haricots. Et lorsque vient leur dernière heure, on les serre autour d'un gigot. Et chaque fois, mon âme pleure, car c'est la fin des haricots. Alors, ça faisait partie des choses que, quand vous étiez en tournée ensemble, au moment de l'histoire de la chanson française. Non, les haricots, ça, j'ai eu envie de lui chanter. Quand, la première fois que j'ai rencontré Claude Duneton, il mangeait un énorme plat de haricots verts. Et je me suis dit, j'ai pensé à cette chanson, mais je ne le connaissais pas assez, alors je n'ai pas osé. Et après, vous avez fait connaissance et vous avez fait des tournées ensemble. On a fait des tournées ensemble. La promotion, les goguettes. La promotion de son livre de 100 ans de, je sais pas plus que ça, l'histoire de la chanson française jusqu'en 1860. Oui. Voilà. Oui, je voulais poser une question plus personnelle parce que j'ai découvert le mot timbre. Oui. Alors un timbre. Qu'est-ce que c'est qu'un timbre? Un timbre, c'est un air, un petit air, comme vous avez chanté au début. Là, on a chanté le. Allez-vous-en gens de la noce, allez-vous-en rentrer chez vous. Dis donc, il serait temps d'ailleurs. Allez-vous-en gens de la noce. Mais alors, par exemple, toi, tu connais d'autres? Oui, j'en connais plein des timbres. Et on chantait, justement, le prochain que je vais chanter, ça s'appelle le bégayeur. Et c'était un timbre qui a été écrit par Charles Panard. Charles Panard était l'un des créateurs du caveau, société bachique et chantante, au XVIIIe siècle. Enfin, je vais vous chanter le bégayeur. Pour nous mettre en train, con cher Grégoire, avec le bon vin qu'on l'humeur noire. La philosophie permet de boire aujourd'hui. Ce bon justifie l'amour que l'on a pour lui. Buvons de ce jus jusqu'à la nuit close, puisqu'il est si doux, doublons donc la dose. Son jus exquis qui pénètre jusqu'au fond de notre cœur. Au dessert, serre à mettre notre esprit en belle humeur. Si tu veux, Marie, rire à ton aise, deviens indulgent, gentil, comme Blaise n'a point d'humeur noire, de là vient qu'il a l'honneur d'être couvert de gloire par les bienfaits du Seigneur.
Merci Annie, papa. Eh bien, c'était une manière de finir en chanson. Et on pourrait aussi utiliser un autre mot pour la fin. Le monument. Sans savoir forcément ce qu'on met derrière, en pensant naturellement à Claude, en pensant au roman extraordinaire, à la recherche incroyable qu'il a menée dans tant de régions, dans le Nord particulièrement, restant longtemps à la Villa Montnoir, et le monument qu'il est, bien sûr. Ce serait bien de l'introduire. Alors, il y a une page à laquelle on tenait beaucoup, c'est la première page du monument. Une histoire de colère encore. Et puis, Claude a défendu un livre, s'est acharné à faire publier un livre dans les dernières années, qui était Le souvenir d'un poilu. Albert Paul Garnier. Dans les chemins gluants qui viennent du fond des plaines, les gens s'en vont comme des fous qui seraient sages. Les gens s'en vont vers n'importe où. Et les gens étonnés des villes et des villages contemplent au coin des rues et des chemins le cortège pesant de la mort qui voyage, les affûts accroupis, bandés, velus d'écrous, et muets et noirs, menaçants et sauvages, sur leurs chariots à 4 attelages, les canons muselés, liés comme des fous. Je me permets d'ajouter un petit quatrain, on peut dire, deux peut-être, de Charles Vildrac, Chant du désespéré. À notre place, on a posé des soldats frais pour amorcer la mort d'en face. Il a fallu toute la nuit pour s'évader, toute la nuit et ses ténèbres, pour traverser, suant, glacé, le bois martyr et son bourbier, cinglé d'obus. Le jour où il a eu 80 ans, mon père a piqué une crise. C'était le 11 novembre 1964. Nous étions rassemblés devant le monument aux morts du village, comme tous les ans, et pendant la minute de silence, après la lecture des noms gravés sur la pierre grise, il a hurlé. « Ah, nom de Dieu! Oui, elle était belle, la guerre. » Ça l'a pris d'un coup. Il faisait des gestes désordonnés, tout rouge. J'ai cru qu'il pétait un plomb pour son anniversaire. « Ah, vous pouvez en faire des simagrées, ça vous va bien !» C'était un hoquet de vieille angoisse, d'âcres souvenirs qui lui remontaient. Mon père était né un 11 novembre. Ça faisait un pesant symbole pour un ancien poilu de 14. La cérémonie du souvenir lui apparaissait de plus en plus comme un trait d'humour noir. La célébration des héros. L'honneur des braves, morts pour la patrie, lui faisait l'effet d'une fête de la boucherie, avec chaque année un maillon supplémentaire qui se détachait de sa vie. Le monument aux morts avait été planté sur ce carré de pelouse vacante, érigé, et le terme. Dans la ferveur des premiers temps de l'après-guerre, on l'avait mis en place aussitôt qu'on avait pu, guidé par la mode du temps, lorsque tous les morts de la der des der avaient enfin été reconnus, officiellement estampillés morts pour la France par les autorités civiles, surtout les incertains, ceux qui avaient disparu sans ne laisser aucune trace dans le charnier des champs de bataille. Le tribunal décida finalement de leur sort à Brive entre 1920 et 1922, au plus tard, quand on eut tout rangé, classé, au moment du règlement des comptes. Lorsqu'il n'y avait plus aucune chance de les voir réapparaître en pleine lumière, les disparus des tranchées de 1915 ou 1916, dont on n'avait jamais retrouvé les corps. Ils étaient alors définitivement inscrits sur le registre des défunts pour le bénéfice des familles. Le tribunal choisissait comme date du décès le dernier jour
où ils avaient été aperçus vivants. Et il faut rendre hommage à la sagacité de ces juges, qu'aucun fantôme n'est venu depuis contredire leur jugement. Une chanson pour la fin, la chanson de la fin. C'est le chanteur Béranger, c'est une chanson ancienne que Claude a redécouverte. Et elle est interprétée ici par Christian Pacou, accordéoniste. La chanson de la fin. Le front sain de myrtes et de lierres, chantez, contentez vos désirs. Le temps d'une main cavalière escompte déjà vos plaisirs. Du destin, l'immuable clarté de mourir m'a dicté la loi. Mais s'il faut qu'avant vous je parte, oh mes amis, ne pleurez pas sur moi. Mais s'il faut qu'avant vous je parte, oh mes amis, ne pleurez pas sur moi. Qu'il est doux, en quittant la vie, de voir les heureux qu'on a fait. Frappez votre oreille attendrie de l'accent des plus doux regrets. Qu'importe si la mort s'approche, je l'attends sans le moindre effroi. J'ai vécu, je meurs sans reproche. Oh mes amis, ne pleurez pas sur moi. J'ai vécu, je meurs sans reproche. Oh mes amis, ne pleurez pas sur moi. Plaignez le froid célibataire qui par les grâces repoussées regrette en désertant la terre un temps qu'il a si mal passé. Quant à moi, que seul un baiser touche, je ne regrette rien, ma foi. J'en ai tant cueilli sur leur bouche. Oh mes amis, ne pleurez pas sur moi. J'en ai tant cueilli sur leur bouche. Oh mes amis, ne pleurez pas sur moi. L'ambition sur mon jeune âge ayant opéré ses effets, j'ai couronné mon front peu sage d'une guirlande de bleuets. Mais cette gentille conquête
c'est à moi de vous remercier. En même temps, je vous remercie beaucoup pour cet engagement. Et la chose que j'ai à dire, c'est que le livre est là, bien entendu, pour les gens des factures. Vous dire que c'est la maison de la poésie qui nous accueille. J'en suis content parce qu'il y a aussi un film qui aura été réalisé, qu'on pourra le transmettre par l'intermédiaire du site de la maison de la poésie, et que ceux qui n'ont pas pu venir pourront ainsi avoir une trace, et qu'aussi le café de la maison de la poésie est un lieu formidable, le soir comme dans la journée, pour y faire des rendez-vous. Tu voulais dire quelque chose? Oui, moi je voulais dire quelque chose. Je voulais dire que les deux complices, Pierre Chalmin et surtout Catherine Merle, regrettent de ne pas être là avec nous. Et surtout, je voudrais rendre hommage à Catherine Merle parce qu'on ne serait pas là sans elle, parce que c'est elle qui a eu l'idée de faire ce livre d'hommage à Claude en disant c'est insupportable que 10 ans se soient passés et qu'on n'ait rien fait pour lui. Et là, ce soir, je pense qu'il est content. Oui.